Le sujet pour cette grande finale du coup qui désignera le vainqueur du concours Horatio sera le suivant. Est-ce que, selon la citation de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple? Donc les jouteurs pour cette dernière joute seront Robert Van Herzek, étudiant en troisième année de droit, parcours sciences politiques, et Grégoire Chambrelan, étudiant en deuxième année d'IPAG. Robert, est-ce que tu décides de commencer? Oui. Donc c'est Robert qui commencera. Merci monsieur. Donc est-ce que selon la citation de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple? Monsieur Van Herzek, vous avez la parole pour la thèse du oui. Madame le président du jury, mesdames et messieurs, les membres du jury, cher public et chers contradicteurs, bonjour. Je t'aime éperdument, et je te le dis, et je te le répète, et mes paroles te l'expriment, et mes baisers te le prouvent, et quand j'ai fini, je recommence. Évidemment, Victor Hugo ne parlait pas de la foule qu'il avait en horreur. Bon, il ne parlait pas de sa femme non plus, c'était pour sa maîtresse. Mais Victor Hugo avait vu les dégâts que pouvait causer la foule. Il avait vu ce qu'elle pouvait provoquer. Il avait vu en 1848 le sang, la violence sur les barricades. Il avait vu les morts que causait la foule. Il l'avait aussi vu appeler de ses vœux Louis-Napoléon Bonaparte au moment de la Révolution, et il l'avait vu en particulier plébisciter l'Empire et plébisciter la dictature. Alors il disait, souvent, la foule trahit le peuple. Je ne sais pas pour mon contradicteur, mais personnellement, je n'aurais pas la prétention de le contredire. Mais qu'est-ce que le peuple? Alors on pourrait le voir de façon péjorative, on pourrait dire que ce sont les classes modestes, mais je ne vais pas le faire. Le peuple, c'est avant tout un ensemble de personnes vivant sur un territoire donné et ayant des institutions, des lois, des origines ou une foi en commun. La foule, elle peut être vue de deux façons. Une multitude de personnes au sein d'un même ensemble, au sein d'un même lieu. Et elle peut être considérée comme un groupe de personnes ayant un même objectif, considérée comme un collectif avec une unité de pensée propre. Alors, vu que la foule prenait de plus en plus d'ampleur au fil du temps, depuis Victor Hugo, on a tenté de la caractériser, on a tenté de la définir. C'est ce qui a été fait par Gustave Le Bon, peu après Victor Hugo, vers 1875. Mais ces propos, vous le verrez, sont toujours d'actualité. Alors d'abord, pour lui, la foule, c'est une unité de pensée. La foule, ce n'est pas des milliers d'individus réunis. Non, 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 non. Ce n'est plus qu'un seul individu. Un individu dont la réflexion, dont la pensée est altérée. À cause du fait du nombre, la foule se sent toute puissante. Les individus qui la composent pensent qu'ils n'ont plus de limites. Comme ils sont nombreux, ils sont aussi anonymes. De là découle un sentiment d'impunité, un sentiment d'irresponsabilité. La foule ne risque plus rien. La foule également ne supporte pas la contradiction. Elle n'est pas prête à ce qu'on lui dise le contraire. Lorsqu'elle a une pensée en tête, celle-ci la maintient, elle n'est pas prête à écouter des réflexions logiques, des réflexions compliquées. La foule préfère des idées séduisantes. D'ailleurs, la foule se résume à 3 idées, 3 sentiments primaires de l'homme, la colère, la peur ou la joie. À cause de ces idées, la foule est sujette à la contagion. C'est-à-dire qu'une fois qu'une idée est implantée dans la foule, celle-ci se répand comme une traînée de poudre. Alors, dès lors, il suffit d'un chef charismatique. Il suffit d'un chef dont les faits d'armes concordent avec la foule. Il suffit de ce chef pour que celle-ci la suive aveuglément. Mais la foule, ce n'est pas seulement un lieu physique. La foule, dorénavant, est aussi numérique, virtuelle, puisqu'il y reste cette unité de pensée. Alors on peut déjà entrevoir les dangers de la foule, on peut déjà les saisir. Et il y a 2 façons de définir la trahison, trahir quelque chose. Ce seront les 2 points d'orgue de mon raisonnement. D'abord, trahir quelque chose peut avoir 2 significations. Cela peut dire ne pas être fidèle à quelque chose. Et effectivement, la foule n'est pas du tout fidèle, ne représente pas du tout fidèlement le peuple, puisque son comportement, sa réflexion, c'est la séduction. Le peuple, c'est la réflexion.
Si chacun de nous, en étant tranquillement chez soi, peut réfléchir normalement, certains plus, d'autres moins, je pense à Cyril Hanouna, mais c'est pas grave. Évidemment, si des gens peuvent réfléchir, ce n'est pas le cas de la foule. La foule, elle réfléchit aussi, mais elle s'altère. Imaginez une rencontre sportive, un match de foot, avec deux équipes endiablées, donc j'écarte tout de suite le PSG. Mais imaginez cette foule qui se réunit dans le stade. La fête bat son plein, les supporters scandent des slogans. Imaginez maintenant qu'une équipe se fasse écraser par l'autre. Personnellement, je préférerais dire que ce soit l'OL. Mais imaginez que cette équipe se fasse écraser à la sortie du stade de foot. Il ne fait nul doute qu'il y aura deux catégories de foule. L'une sera animée par le bonheur, par la joie. Ce sera la foule des gagnants. Celle-ci déambulera dans les rues, scandera, chantera. Ils paieront des verres à n'importe qui, ils embrasseront quiconque, ils défileront peut-être nus avec leur drapeau algérien sur le dos. Cette foule-là, ce n'est pas des sentiments que l'on connaît habituellement, ou en tout cas pas dans cette ampleur et pas pour si peu de raisons. Cette foule serait irresponsable et cette foule serait amoureuse de n'importe qui. La foule des perdants, elle, sera évidemment animée d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise foi. Ils seront évidemment très mécontents. Sur leur passage, colériques, ils pourraient détruire, ils pourraient détériorer, ils pourraient participer à des rixes et ils pourraient surtout insulter leurs adversaires. Mais là, encore une fois, la foule, elle ne réagit pas comme des personnes normales. Elle ne réagit pas comme le peuple en dehors de la foule. Nous ne faisons pas ça. Je pense pas. Ou en tout cas, nous conservons une retenue. Nous conservons notre responsabilité. Ce n'est pas le cas de la foule. Donc on voit déjà clairement que la foule ne traduit pas le peuple. Comme elle ne traduit pas fidèlement, elle le trahit. Mais il y a une autre façon par laquelle la foule trahit le peuple. C'est parce que la foule n'est généralement pas représentative du peuple. On l'a dit, la foule, elle se réunit pour des opinions concordantes. Et une fois qu'elle est en foule, ses idées sont quasiment uniques. Mais le peuple, lui, il est diversifié. Le peuple français, nous avons énormément d'opinions différentes. Nous avons énormément d'origines, de catégories sociales, de foi. Prenons quelques exemples. Imaginions que, par un simple hasard, je préfère l'espérer, vous vous retrouviez dans la manif pour tous. Eh bien, vous risquez peu d'y croiser des populations homosexuelles. Vous risquez peu d'y croiser Marlène Schiappa. Mais non, parce que cette foule, ce n'est qu'une catégorie de la population. Ce n'est pas l'ensemble du peuple, et ainsi elle ne le représente pas. Il y a quelques semaines, il y avait aussi des manifestations pour la nouvelle candidature du président Bouteflika. Encore une fois, dans ces manifestations, il y avait en majorité des jeunes algériens ou de pays arabes voisins. Cette catégorie du peuple est une, mais elle ne représente pas entièrement le peuple, qui est beaucoup plus varié que cela. Là aussi, la foule trahit le peuple. Imaginons que, ça tombe bien, il y a des manifestations de gilets jaunes dehors, mais les gilets jaunes eux-mêmes ne représentent pas la totalité du peuple, ou en tout cas pas dans leur foule. Les gilets jaunes appellent plutôt des catégories modestes. Vous risquez peu d'y croiser Emmanuel Macron, vous risquez encore moins d'y croiser Carlos Ghosn. Mais on voit clairement aussi que dans cette foule, il n'y a qu'une catégorie de personnes. La foule ne traduit pas le peuple, la foule trahit le peuple. Mais trahir le peuple, c'est aussi, selon une autre définition, aller à son encontre, le desservir. Et là encore, l'histoire est remplie de moments où la foule a desservi le peuple. Cette foule violente, cette foule exaltée, cette foule torrentielle, plein de fois, celle-ci s'est liguée contre le peuple, a pris des décisions qu'il n'aurait pas prises, l'a desservi, l'a tué. Là encore, les exemples sont nombreux. Après la Révolution, la foule, qui en a marre, appelle au pouvoir Robespierre. Elle lui permet de mettre en place sa dictature, elle lui permet de mettre en place la terreur. Une des pires histoires de la France. Mais là encore, comment peut-on dire que la foule n'a pas trahi le peuple? Voulait-il être guillotiné? Je ne pense pas.
C'est aussi l'exemple du général Boulanger. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un général qui, au début du XXe siècle, avait failli prendre le pouvoir. Il était nationaliste, antisémite, et alors qu'il n'avait même pas encore les commandes de l'État, il risquait de causer une guerre avec l'Allemagne. Pourtant, celui-ci, la foule l'appelait de ses vœux également. La foule voulait qu'il fasse un putsch. Il a heureusement résisté. Mais en attendant, on voit très clairement que la foule, encore une fois, a tenté de trahir le peuple et l'a trahi puisqu'elle est allée à son encontre. Mais cette foule, c'est aussi la foule des dictateurs. C'est aussi la foule de la Seconde Guerre mondiale. Celle qui hisse à son pouvoir, celle qui hisse au pouvoir Mussolini. C'est cette foule qui, exaltée par le culte de la personnalité, les renforce. C'est aussi celle de Staline, qui aimait s'appeler le petit père des peuples. Mais Staline, encore une fois, est arrivé au pouvoir, non pas grâce à la foule, mais en tout cas, il s'y est maintenu. Mais est-ce que la foule voulait Staline? Est-ce que le peuple voulait Staline, pardon? Je ne pense pas. Puisque sous le règne de Staline, il y a eu 20 millions de morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un tiers de notre population à peu près. Comment, alors que la foule, terrorisée, voire exaltée par un dictateur tel que celui-ci, peut soit ne pas se soulever, soit continuer de se réunir sur la place rouge? Comment peut-il renforcer un tel personnage qui a tué autant de personnes de son propre peuple? Ce qui est ironique avec Staline, c'est qu'en plus de cela, à la fin de son règne, si l'on peut dire, sa dépouille a été exposée sur la place rouge, dans un mausolée près de celui de Lénine. Il y a eu environ 5 millions de manifestants qui sont venus se recueillir, volontairement ou forcés. Le plus horrible, c'est que pendant ces 3 jours de recueillement, il y a eu 1500 morts. Parce que la foule, irresponsable, tumultueuse, bousculée, elle marchait sur elle-même, elle étouffait ses propres participants. Encore une fois, quand il y a 1500 morts au sein de la foule, comment peut-on dire que la foule ne trahit pas le peuple? Mais la foule, on l'a dit, est aussi numérique maintenant. Elle existe sur les réseaux sociaux, elle existe sur Internet. Alors, je ne fais pas de jugement de valeur, mais la foule a aussi trahi le peuple britannique. Dans les sondages, on voyait depuis très longtemps que le Brexit n'était qu'une illusion. Pourtant, la foule se mobilisait avec une peur de l'étranger, une colère peut-être par rapport à l'Union européenne. Celle-ci se mobilisait et elle encourageait au Brexit, elle l'appelait. On voyait des gens sur les réseaux sociaux qui clamaient avec des idées parfois très simples, qui concordent tout à fait avec cette définition de la foule. On voyait cette foule qui ne voulait que ça. Mais le peuple était-il éclairé à ce moment-là? Au moment du référendum, j'entends. Le peuple avait-il vraiment voulu ce référendum? Je veux dire, la situation s'embourbe aujourd'hui. On se dit qu'il faudrait en faire un nouveau. Il y avait des chefs charismatiques qui appelaient au Brexit, qui avaient des idées très simples, rendez-nous l'argent. Mais pourtant, ils ne prévoyaient pas du tout la suite. La foule, encore une fois, a surréagi à des idées séductrices. Elle n'a pas réagi à des idées plus complexes. Alors, loin de moi l'idée que le Brexit, c'est bien ou mal. Non, non, c'est pas le cas. C'est pas ce que je veux dire. Mais en attendant, le peuple britannique aurait-il fait ce choix sans la foule? Non. La foule, encore une fois, est allée à l'encontre du peuple, et donc la foule a trahi le peuple. Mais cet exemple, c'est aussi le cas de M. Trump aux États-Unis. Puisque là, encore une fois, celui-ci était donné loin dans les sondages. Alors je sais que cela ne reflète pas forcément avec exactitude le peuple, mais qui imaginait que les États-Unis, il y a quelques ans, éliraient M. Trump? Encore une fois, la foule s'est mobilisée à un tel point qu'on a soupçonné une ingérence russe. La foule, encore une fois, était en colère. La foule, encore une fois, avait peur. Elle voulait rétablir la splendeur des États-Unis, avait peut-être quelques doutes par rapport aux étrangers. Cette foule, encore une fois, a surréagi. Comme un torrent, elle a emmené tout sur son passage. Une nouvelle fois, je ne dis pas que Trump, c'est bien ou mal. Mais sans la foule, aurait-il été élu? Le peuple n'aurait-il pas décidé autrement? La foule a trahi le peuple.
Maintenant, évidemment, il me reste mon point Godwin. Vous le savez, je dis souvent que je suis juif, et c'est le cas dans ma famille. Et je pense que notre peuple juif a en particulier souffert de la foule. Je pense que vous revoyez les images des stades remplis, des stades qui lèvent le bras à l'arrivée d'Hitler, qui scandent son nom. Vous revoyez cette foule, ce peuple allemand qui semble totalement endormi, constitué en foule, qui ne réagit qu'à des idées simples. Le juif, c'est mal. Eh bien, comment dire maintenant que la foule n'a pas trahi le peuple? Puisque la foule, qui est la foule allemande, grande partie du peuple, s'est réveillée de sa torpeur quelques années plus tard en découvrant les horreurs qu'elle avait permis, les horreurs qu'elle avait laissées faire, les horreurs d'Hitler. Alors peut-être que ça nous paraît loin maintenant. Mais moi, il y a quelque temps, je faisais une partie de belote avec mon grand-père. Oui, je sais, Robert qui joue à la belote, c'est cliché. Mais quand je faisais une partie de belote avec mon grand-père, je lui demandais qu'était-il arrivé à... Enfin, quelle était son histoire. Il me racontait qu'en mai 41, la police était venue frapper à sa porte, sa famille avait été dénoncée. Il a raconté qu'à ce moment-là, ils étaient tous les deux montés dans des wagons différents. Le premier partait pour l'Allemagne, l'autre partait pour les Ardennes, un camp d'éducation au travail pour mon grand-père. Évidemment, avant qu'il puisse y arriver, et fort heureusement, avant qu'il puisse y arriver, bien entendu, il a pu s'enfuir. Il n'a cependant jamais revu son père. Alors quand il en parle, avec les larmes aux yeux, il nous démontre bien ce qu'est l'éloquence. Et je ne sais pas vous, mais si la foule trahit souvent le peuple, malgré tous les exemples qu'on a démontrés, je pense qu'une fois, c'était déjà bien assez. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Chambrelan, vous avez la parole pour la thèse du non. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les jurés, qui formaient un jury nombreux mais avant tout prestigieux, chers contradicteurs et très aimable public venu en nombre aujourd'hui, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Dans cette mairie, j'ai mis mon plus beau costume, mais ce n'est même pas mon mariage. J'espère qu'un jour il viendra, cela veut dire que sur le long terme, je suis supportable. Je ne vous ai donc pas réunis ici aujourd'hui, mais qui l'a fait? Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, cet homme littéraire et politique français, né en 1802 et décédé en 1885, a dit un jour, souvent, « La foule trahit le peuple ». Victor Hugo est enterré au Panthéon. Au-dessus du Panthéon, il est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et c'est parce que nous sommes reconnaissants envers Victor Hugo, c'est parce que nous le respectons, que nous pouvons être hypocrites et être en accord avec ses propos. Dans un premier temps, lorsqu'on prend les termes du sujet, on se rend compte qu'il y a déjà un problème. Le peuple, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en société. Ils forment une communauté culturelle. On peut parler du peuple juif ou bien du peuple français, par exemple. À côté de cela, nous avons la foule. La foule, c'est une abondance de personnes réunies en un lieu, mais cette foule, elle peut être mobile. Peuple, cela provient de populus en latin. Populus, ça a aussi donné populisme. Le populisme est une tendance politique visant à défendre les intérêts du peuple. Le peuple, ce sont donc des personnes qui ont des intérêts en commun. La foule, elle fait partie du peuple. Elle est constituée des mêmes personnes. C'est une part du peuple. Elle en est le reflet. Elle a donc les mêmes intérêts que le peuple. Et parce qu'elle a les mêmes intérêts que le peuple, elle ne peut pas le trahir. Elle ne peut pas l'abandonner. Elle ne peut pas cesser d'être fidèle à ses intérêts communs. C'est un non-sens. La foule, elle n'est pas inférieure au peuple. Le peuple et la foule, ce sont deux configurations différentes. Lorsque vous prenez
La foule de musulmans qui se déplacent tous les ans pour aller à la Mecque pour un pèlerinage, cette foule trahit-elle le peuple musulman? Trahit-elle la foi du peuple musulman? Est-ce réellement ça, une trahison? Si jamais vous tapez le terme « foule » dans un moteur de recherche, je ne dis pas Google car ils ont refusé de me sponsoriser, vous tomberez sur « foule sentimentale ». Foule sentimentale, c'est une chanson d'Alain Souchon, je comprends que les plus jeunes ne connaissent pas. Foule sentimentale, soif d'idéal, toujours vouloir plus, la foule sentimentale, c'est donc la surconsommation. Cette foule sentimentale trahit-elle le peuple? Un peuple qui surconsomme? Un peuple qui, en même pas une demi-année, tue toutes les ressources de sa planète? Non, le peuple surconsomme, la foule sentimentale, c'est la surconsommation. Elle ne le trahit pas. Prenons cette fois-ci foule sentimentale au sens littéraire des choses. Les sentiments, le cœur, la foule est au peuple ce que le cœur est au corps. La foule, elle bat pour le peuple, mais avant tout la foule, elle se bat pour le peuple. La foule, elle permet de transmettre les émotions du peuple. Cette foule, elle permet d'exprimer les ressentis de ce peuple. Lorsque vous voyez une foule à un concert, 3,5 millions de personnes en Russie pour aller voir Jean-Michel Jarre, cette foule trahit-elle le peuple? Est-ce une trahison de la part de la foule que de montrer que le peuple adore Jean-Michel Jarre, adore la musique? Si cela est une trahison, alors nous n'avons pas la même définition. L'été dernier, juillet 2018, nous sommes champions du monde. De grands écrans sont mis partout dans les grandes villes et une foule se réunit. Cette foule trahit-elle le peuple français? Trahit-elle l'engouement du peuple français, la joie du peuple français lorsque nous avons gagné? Non, elle exprime les émotions de ce peuple. Nous avons eu 2 exemples joyeux. Nous avons aussi des foules qui se réunissent à la suite des attentats. Est-ce que les foules qui se réunissent à la suite des attentats trahissent le peuple? Est-ce une trahison que de se réunir pour partager sa peine? Est-ce une trahison que de se réunir pour montrer que le peuple souffre? La foule, c'est le cœur du peuple. Elle transmet ses émotions. Que ces émotions, ce soit la joie ou bien des pleurs. Dans l'Antiquité, lorsque la foule se réunissait, c'était pour les Jeux Olympiques. Est-ce que la foule qui se réunissait pour les Jeux Olympiques trahissait le peuple? Les Jeux Olympiques, ils permettaient une trêve entre les cités grecques. Est-ce que la foule trahissait le peuple en lui permettant de vivre? Est-ce une trahison que d'empêcher au peuple d'aller mourir au combat? Est-ce réellement ça le sens d'une trahison? Je ne crois pas. On a aussi eu dernièrement une foule, un mouvement de foule pour le climat. Est-ce que la foule pour le climat trahit le peuple du monde? Est-ce trahir le peuple que de vouloir lui permettre de respirer? Est-ce trahir le peuple que de vouloir laisser une terre en bonne santé à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? Est-ce trahir le peuple que de vouloir donner un avenir? Je vous laisse méditer. La foule, elle est le cœur du peuple. Mais la foule, elle a aussi sa langue, parce que la foule, elle parle quand le peuple se tait. En 1848, en Europe, souffle un vent de révolution. Victor Hugo était encore vivant, alors je suppose qu'il ne l'a pas raté. On appelle ça le printemps des peuples. Mais appelons ça plutôt le printemps des foules. Cette foule qui, en France, a apporté au peuple français la Deuxième République. Cette foule qui a apporté au peuple français le suffrage universel. Est-ce que la foule trahit le peuple lorsqu'elle lui donne des droits? Est-ce ça une trahison de donner plus que ce qu'on a déjà? Trahir, c'est abandonner.
trahir, ce n'est pas donner. Et la foule, elle donne au peuple. Cette expression, printemps des peuples, elle est revenue en 2010 pour parler du printemps arabe dans le monde arabe. De nombreuses révolutions portées par la foule. Cette foule, elle voulait des meilleures conditions de vie. Elle voulait un meilleur partage des richesses. Est-ce que c'est trahir le peuple que de vouloir de meilleures conditions de vie pour tous? Est-ce que c'est trahir le peuple que de vouloir un partage des richesses? Est-ce que c'est trahir le peuple que de vouloir donner un avenir à ceux qui sont nés et à ceux qui vont naître? Est-ce ça, la trahison suprême? En France, nous avons eu mai 1968. Des millions de personnes dans la rue, une foule immense. Une question se pose alors, la foule a-t-elle trahi le peuple? Est-ce que la foule a trahi le peuple lorsqu'elle lui a permis une baisse de son temps de travail? Est-ce que la foule a trahi le peuple en lui permettant d'avoir une augmentation du SMIC de 35%? Parce que si trahir, c'est donner de l'argent, trahissez-moi. Mais je vois dans vos yeux que le printemps des peuples, le printemps arabe, ça vous intéresse assez peu. Nous sommes samedi, c'est la 20e semaine. Je sens que vous avez envie de parler de barbecue et de rond-point. J'hésitais à venir avec un gilet jaune pour vous parler, mais je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Premièrement, j'avais peur de prendre une balle de LBD. Et secondement, il s'avère que le jaune, ça ne me va pas au teint. Faisons simple. Les gilets jaunes, que désirent-ils? Une augmentation du pouvoir d'achat. Est-ce trahir le peuple que de vouloir lui augmenter son pouvoir d'achat? Nous avons le même problème qu'en mai 1968. Vouloir donner plus au peuple serait apparemment le trahir? Je ne crois pas. Et vous savez qui en son temps aurait été un gilet jaune? Jean Valjean. Jean Valjean des Misérables. Jean Valjean des Misérables, écrit par Victor Hugo. Mais aurait-il oublié son propre personnage? Celui qui veut vivre dignement, voire même survivre, voler du pain pour sauver sa famille. J'aimerais vous résumer l'histoire d'un conte qui s'intitule Le roi est nu. C'est un conte d'Anderson. Dans ce conte, un roi se fait voler ses affaires, mais il ne le dit à personne car il ne veut pas paraître vulnérable. Alors il ne dit à personne qu'il n'a plus d'affaires, et lorsqu'il marche dans son royaume, il marche nu. Que fait le peuple? Il ne dit rien. Le peuple, il se tait, jusqu'à ce qu'un enfant le montre du doigt et dise « Oh, mais le roi est nu !» Cet enfant, c'est la foule. Cet enfant, il parle pour le peuple. La foule, c'est l'activité. Le peuple, c'est la passivité. Mais le peuple a besoin de l'activité de la foule. Le peuple a besoin que ce cœur continue de battre dans sa poitrine. Parce que sans ce cœur, sans la foule, le peuple se meurt. Alors vous avez donc compris, la foule ne trahit pas le peuple. La foule, elle permet au peuple de vivre. Mais se pose alors une autre question. Qui trahit le peuple? Le monde politique trahit le peuple. J'aimerais, parce que nous sommes en Normandie, vous raconter la trahison d'Harold. Harold, il est le vassal de Guillaume, duc de Normandie. Harold, il est anglais. Et en Angleterre se pose la question de la succession du roi Édouard. Harold, il prête serment. Harold, il dit à Guillaume, il dit au peuple normand qu'il ne le trahira pas, qu'il ne prendra pas le trône d'Angleterre s'il est appelé. Le roi Édouard décède, et que fait Harold? Il trahit. Il monte sur le trône d'Angleterre. Alors qui a trahi? La foule ou bien Harold? C'est Harold qui a trahi Guillaume, mais aussi le peuple normand. Cette trahison qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, cette trahison qui a mené à la bataille d'Hastings en 1066.
Harold, par ses actes, par sa trahison, a tué, mais pas la foule. Je vous disais que le monde politique trahit. Et, comme de par hasard, Victor Hugo fut député puis sénateur. Sa citation tombe un petit peu sans sens. Il n'allait pas dire lui-même « je trahis le peuple ». Mais Victor Hugo, il a quitté la France lorsque le Second Empire est arrivé. Il a écrit un livre, Les Châtiments, dans lequel il dit que celui qui a trahi la France, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Élu président de la République, il fait un coup d'État et apporte le Second Empire en France. Alors qui a trahi ? La foule ou Louis-Napoléon Bonaparte, élu par le peuple ? Qui a trahi le peuple ? Vous connaissez la réponse. D'ailleurs, il existe un crime qui s'appelle le crime de haute trahison. Jamais la foule n'est condamnée pour haute trahison. On a eu en France le régime de Vichy. Le maréchal Pétain fut condamné. Ce ne sont pas les termes exacts, mais ne vous y trompez pas, il fut bien condamné pour haute trahison. Et le maréchal Pétain, à lui tout seul, il ne peut pas être une foule. C'est lui qui a trahi le peuple français, pas la foule de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Si jamais vous allez dans un musée, vous verrez sûrement une foule. Comme musée, je vous conseille le Louvre. Effectivement, c'est assez banal. Mais vous verrez sûrement un tableau intitulé « Le serment des Horaces » de David. Ce serment, il fait référence à la bataille entre les Horaces et les Curiaces. Les Horaces représentent Rome et les Curiaces, Albe. Les Horaces font le serment que lorsqu'ils vont aller se battre, ils ne reviennent que s'ils ont tué tous les ennemis, ou alors s'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils sont morts. Ils sont 3 frères. Les 2 premiers meurent. Que fait le 3e ? Se lâche, il fuit. Se lâche, il trahit le peuple romain. Un seul homme a trahi le peuple romain, pas une foule. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les médias, que le monde politique qui trahit le peuple. Il y a aussi les médias. Lorsque vous regardez BFM TV, qui essaie de vous faire croire que Christophe Castaner est en boîte de nuit, c'était un bar dansant. C'est une trahison. Les médias, ils choisissent leur vérité. Les médias, ils choisissent ce qu'ils vont montrer au peuple. Les médias, ils choisissent de trahir le peuple, pas la foule, parce qu'elle a les mêmes intérêts que le peuple. Victor Hugo fut donc enterré au Panthéon. Des milliers de personnes se sont déplacées sur Paris pour ses funérailles. Une foule de personnes. Cette foule de personnes a-t-elle trahi le peuple en venant aux funérailles de Victor Hugo ? Non, elle exprimait l'amour que le peuple avait pour cet homme. Elle ne l'a pas trahi. Et parce que c'est Victor Hugo qui nous réunit ici aujourd'hui, j'aimerais terminer en le citant, une citation qui cette fois-ci a du sens. Il a dit un jour « Rien n'est solitaire, tout est solidaire ». Et la foule, elle n'est pas solitaire. La foule, elle est solidaire du peuple. La foule, elle permet énormément de choses au peuple. Sans la foule, le peuple ne peut se faire entendre. Sans la foule, le peuple, il ne peut pas se faire comprendre. Alors comment cette foule qui aime le peuple, cette foule qui est le cœur du peuple, cette foule qui parle pour le peuple, cette foule qui représente le peuple, comment pourrait-elle le trahir ? Merci. Monsieur Van Herzegg, vous avez la parole pour la contre-plaidoirie. J'ai remarqué, tout au long de la plaidoirie de mon contradicteur, d'abord qu'il ne définissait pas la trahison. Je m'y attendais un petit peu, puisque évidemment, lorsque l'on regarde un petit peu les mots, on se rend compte à quel point cela peut être parlant. Il n'a évidemment pas parlé de beaucoup de cas où la foule trahissait le peuple. Non, il a préféré citer quelques exemples où la foule le servait. Mais
Imaginez que vous êtes papa d'un enfant, qui a un ami qui rentre chez vous, et qui vous dit Oh, votre fils est insupportable. Si vous lui disiez non, là il est gentil, ça ne marchera pas. Et c'était la même chose, puisque mon contradicteur n'a fait que présenter plusieurs fois où la foule a servi le peuple. Mais en fait, c'est justement ce que je disais, puisque souvent la foule trahit le peuple. Mais si la foule trahissait toujours le peuple, la citation n'aurait pas lieu d'être. Par une petite traversée étymologique, celui-ci nous apprend que populus, c'est le populisme, et du coup, c'est la foule, c'est le peuple. Mais non, parce qu'avant tout, populus, ça désigne la plèbe, ça désigne les citoyens, l'exact opposé de la plèbe. Avant tout, populus, ce n'est pas le peuple, c'est ce qui est au-dessus. Celui-ci nous dit ensuite que la foule a les mêmes intérêts que le peuple. Mais essayer de prendre une bouteille et de mettre tous les intérêts du peuple dedans, ça va devenir très compliqué. La foule, elle préfère des idées simples, comme je l'ai dit. Elle n'en a que quelques-unes. Comment la foule pourrait représenter tous les intérêts du peuple, alors que ceux-ci sont si éparses, si compliqués? Vous-même, cher jury, vous avez chacun des intérêts différents. Imaginez-vous qu'une foule puisse vous représenter entièrement? Je ne pense pas. Ils nous disent ensuite que la foule est sentimentale, que c'est la soif idéale, et je vous rassure, je ne vais pas chanter. Mais justement, si la foule, c'est la soif d'idéal, on peut se dire à quel point c'est dangereux. Puisqu'il faut être terre à terre, le peuple est ce qu'il est, la vie est ce qu'elle est, pas toujours agréable, pas toujours trop difficile. Mais imaginez maintenant que vous soyez tous habités, chacun de vous, d'une soif d'idéal. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour assainir cette soif d'idéal? Sûrement des choses extrêmes. Vous seriez peut-être prêt à vous trahir vous-même, trahir vos valeurs, ce qui était avant les vôtres, pour cette soif d'idéal. Il nous dit ensuite que la foule est au peuple ce que le cœur est au corps. Mais encore une fois, n'avez-vous jamais rien fait d'irréfléchi, par amour? N'avez-vous jamais trahi vos propres intérêts, par amour? Il nous décrit ensuite que la foule permet d'exprimer le ressenti du peuple. Mais encore une fois, c'est bien là le problème. Puisque si la foule ne sert qu'à exprimer le ressenti du peuple, qu'est-ce qui va servir à exprimer sa retenue? Si ce n'est que son ressenti qui parle, ce ne sont que ses extrêmes, ce ne sont que ses aigreurs. Mais où est sa retenue? Où est sa responsabilité? Où est ce qui fait de nous que nous sommes des hommes humains, des personnes humaines? Rien. Alors ensuite, c'est le passage de ces fameux exemples. Le football, c'est bien. Oui. Le climat, c'est bien. Oui, mais à propos du climat, est-ce que vous observez une foule si intense pour le climat? Pourtant, c'est bien une cause qui nous concerne tous. C'est bien une cause qui est dans tous nos intérêts. Mais est-ce que la foule est grande? Non. La foule, au contraire, par son absence, elle qui est capable d'ériger des dictateurs, la foule, par son absence, elle, marque une nouvelle fois une trahison. La foule, ne se présentant pas pour le climat, dessert le peuple. Il nous parle ensuite, mon contradicteur nous parle ensuite des Jeux Olympiques. Mais à quelques lieues d'ici, il y avait Rome, il y avait les Jeux. Alors, évidemment, les combats de gladiateurs, c'est sympa, ça donne des très bons films. En plus, j'adore Russell Crowe. Mais du pain et des jeux. Est-ce que ça ne montre pas ici que la foule est facilement attirée, que la foule est facilement séduite? Si. Au contraire, grâce aux jeux et grâce au pain, la foule était docile. Celle-ci permettait à l'empereur de s'y maintenir. Et là, encore une fois, alors que le peuple n'avait aucun droit, qu'il n'avait aucune parole, même s'il l'a acquis plus tard, la foule a trahi le peuple.
Ensuite, on continue sur des exemples. Mai 68, les Gilets jaunes, le printemps arabe. On enchaîne sur la Mecque. Alors apparemment, la foule de la Mecque ne trahit pas le peuple musulman. Ah bon? Visiblement, mon contradicteur est très mal informé, puisque chaque année, il y a de nombreux morts à la Mecque. L'année dernière, c'était 2000 personnes qui sont mortes à cause de la foule. Pourquoi? Parce que lors du pèlerinage, la foule marche, la foule tourne, la foule déambule, et comme un torrent colérique, elle marche sur elle-même. 2000 personnes qui meurent étouffées, asphyxiées. On peut dire clairement que la foule foule la foule. Mais encore une fois, en causant 2000 morts, comment le peuple musulman, comment la foule à la Mecque ne trahit pas le peuple musulman? Il nous décrit ensuite que la foule, c'est l'activité, et que le peuple, c'est la passivité. Êtes-vous si passif? Je ne vous vois pas manifester dehors. Mais êtes-vous si passif? Non. Vous réfléchissez, vous vous construisez. Car le peuple, ce n'est pas la passivité, c'est la construction, c'est l'élaboration. Par contre, je suis d'accord, la foule, c'est l'activité. Et parfois, cette activité, elle peut causer de nombreux torts. Je vous l'ai dit juste avant. Nous avons ensuite un charmant passage sur l'histoire normande que je ne connais pas, qui, encore une nouvelle fois, ne répond pas du tout à la question, étant souvent le peuple, la foule trahit le peuple. Mon contradicteur s'est attaché ensuite à démontrer que Victor Hugo n'était pas un populiste. Bien, déjà, il faudrait voir à l'époque à laquelle il vivait. Évidemment, certains de ses propos ne passeraient plus maintenant. Mais Victor Hugo était d'abord un charmant conservateur, sans le sou, qui avait besoin des rentes du roi pour subvenir. Mais dès qu'il en fut émancipé, Victor Hugo était un fervent républicain. Imaginez que pour le peuple, parce que vous ne supportez pas le pouvoir en place, vous vous exiliez pendant 17 ans. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise que vous n'êtes pas républicain? Je ne pense pas. On nous dit ensuite que Louis-Napoléon a trahi le peuple et que ce n'est pas la foule. Mais qui a voulu Louis-Napoléon Bonaparte? Celui-ci, en arrivant, a dit « Est-ce que vous voulez l'Empire ?» La foule, manifestant, a dit « Oui, oui, oui ». Mais il y a bien un problème, encore une fois. Le peuple, s'il avait été informé, s'il n'avait pas été subjugué par ce chef charismatique, si ce chef charismatique n'avait pas eu des idées qui plaisaient à la foule et qui répondaient à ses peurs, l'aurait-il élu? Non. Mon contradicteur nous parle ensuite de la résistance, de la Seconde Guerre mondiale. Il dit, je cite, « la foule de résistants ». Alors je crois qu'il a trop regardé OSS 117, mais monsieur, la France n'était pas résistante? Non, en effet, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Il n'y avait pas de foule de résistants. Justement, à ce moment-là, c'est le peuple qui parlait. La foule, elle était devant Pétain. La foule, elle était devant Hitler. Le peuple, lui, il était dans des buissons. Il causait des attentats et il libérait la France. On retourne ensuite à une époque qui doit sûrement être chère à mon contradicteur, l'époque romaine. On nous dit que ce sont les empereurs qui trahissent les hommes et qui trahissent ainsi le peuple. Mais non, encore une nouvelle fois, ce n'est pas cela. Justement, le Sénat, le peuple, la plèbe s'opposait au dictateur. Celui-ci, pourtant, a acquis le pouvoir grâce à la foule qui l'écoutait, la foule qui le croyait. Pour finir, mon contradicteur nous parle des médias, en nous disant que ce sont eux qui choisissent de trahir le peuple. Mais non, ils exacerbent la foule. Les médias ne trahissent pas eux-mêmes. Ce sont à la foule qui s'adressent et qui les écoute. C'est la foule. Le peuple, lui, il réfléchit, il sait que les choses sont fausses. Alors que les médias, parfois étatiques, eux, ils trahissent le peuple et ainsi la foule trahit le peuple. Merci. Merci, monsieur Chambrelan. Mesdames et messieurs, j'adore les jeux de société. Et je suppose que le jeu de société préféré de mon contradicteur est menteur-menteur. Les dégâts causés par la foule en 1848, alors que juste après, je vous explique que ces dégâts, c'est juste le suffrage universel. C'est vrai, ce n'est rien, le droit de vote. Laissons ça de côté. Qui a trahi
la foule ou Louis-Napoléon Bonaparte? Comme je l'ai dit, vous avez déjà la réponse. Je ne vais donc pas m'attarder là-dessus. Ensuite, nous avons eu une bonne citation de ce bon Gustave Le Bon, pour qui la foule, c'est une seule personne. Eh bien, sur ce coup-là, monsieur Le Bon, vous n'avez pas eu tout bon, parce que la foule, ça ne peut pas être une seule personne. Mon contradicteur nous dit que la foule, c'est une abondance de personnes, puis après, il nous dit que la foule, c'est qu'une seule personne. Dans la vie, il faut choisir. La foule dirait apparemment le contraire du peuple. Il n'aurait pas les mêmes intérêts, alors que la foule est constituée des mêmes personnes qui constituent le peuple. Comment pourrait-il ne pas avoir les mêmes intérêts alors que ce sont les mêmes personnes? Nous avons eu ensuite 3 points développés sur la trahison. Trahir, c'est être infidèle. Et la foule trahit le peuple parce qu'elle ne le représente pas, parce que la foule, ils sont bêtes, mais le peuple, il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il réfléchit. Il me vient d'ailleurs à l'esprit une citation d'un homme littéraire du XIXe siècle nommé Victor Hugo, qui a dit « Quand le peuple sera intelligent, alors il pourrait être souverain. » Le peuple n'est donc pas intelligent. Le peuple, visiblement, est aussi bête que la foule. Ça tombe bien, ce sont quasiment les mêmes personnes. Nous avons eu ensuite le droit à ce petit moment footballistique. J'en ai aussi parlé, mais je n'ai pas réellement apprécié que mon contradicteur souhaite une défaite de l'Olympique lyonnais, mon club de cœur. Mais les foules du football, ces foules, elles ont les mêmes intérêts. Et cet intérêt, c'est tout simplement la passion du football. Ces 2 foules qui s'en vont à la sortie du stade, gagnant contre perdant, elles se sont retrouvées à l'été 2018 pour la passion du sport. Mon contradicteur parle toujours au singulier de foule et de peuple. Mais ne vous y trompez pas, il y a plusieurs foules et il y a plusieurs peuples. Le peuple français, le peuple allemand. Et du coup, une foule peut représenter un peuple en particulier. Il n'existe donc pas un seul peuple, il n'existe donc pas une seule foule. Nous avons ensuite sauté sur la foule algérienne qui trahit le peuple algérien. C'est vrai, quelle trahison de la part de la foule algérienne de refuser un 5e mandat à une personne qui a fait un AVC et qui est en fauteuil roulant. Quelle trahison que de remettre un système en cause. Quelle trahison que de vouloir donner plus à tout ce peuple algérien. Les Gilets jaunes, ensuite, qui ont été qualifiés de pauvres, eh bien, les Gilets jaunes, ils sont français, ils sont donc pauvres, mais le peuple français est-il riche? Lorsqu'on sait que 50% des personnes gagnent moins de 1 800 € par mois, ça ne me paraît pas réellement excessif. Les Gilets jaunes représentent le peuple alors, et c'est pour ça qu'en le représentant, elle porte sa parole, celle de vouloir plus de pouvoir d'achat. Nous rentrons dans la 2e zone de la trahison, celle qui fait que la foule va à l'encontre du peuple. On a donc eu le droit à la Révolution, puis Robespierre, le général Boulanger, et ensuite les dictateurs. Eh bien, il me semble que Robespierre était tout seul, tout comme le général Boulanger, et lorsqu'on est tout seul, nous ne sommes pas une foule. La foule, elle n'est pas individuelle. Ce n'est pas la foule qui a trahi. La foule, elle a suivi le peuple. Elle a emmené Robespierre en haut, et ensuite, Robespierre a trahi. Mais il n'a pas trahi non seulement le peuple, il a aussi trahi la foule, cette foule qui fait partie du peuple. Alors il est vrai, en contradictant, nous avançons que la foule tue, la foule est meurtrière, certes, mais le peuple aussi. Nous aussi, nous tuons, nous aussi, nous cassons, nous aussi, nous brisons. Nous pouvons faire tomber des vases ou briser des cœurs, ou alors tuer quelqu'un dans la rue. Lorsqu'une personne tue une autre, ce n'est pas une foule qui a tué. Le peuple tue, la foule tue. La foule, elle est le reflet du peuple. 3e et dernière partie de la trahison, la foule numérique, et c'est là qu'on s'amuse.
C'est là que menteur, ça devient vraiment passionnant. Le Brexit, vraiment, les Anglais, ils n'en voulaient pas. C'est pour ça que dans les sondages, c'était 50-50. Pour moi, lorsqu'on ne veut pas, c'est au minimum 60%. Et qui a voté, la foule ou le peuple? Personne ne répond, mais on sait tous que le peuple a voté la sortie du Brexit. C'est le peuple qui a choisi. Mais le peuple britannique a-t-il ensuite été trahi? La foule a-t-elle trahi le peuple britannique? Le peuple vote la sortie du Brexit. Les parlementaires, le monde politique, donc, par 3 fois, refusent le traité de sortie de l'Union européenne. Qui a trahi? La foule ou les parlementaires? Cette foule, elle revient dans la rue. Cette foule, elle dit « On veut un nouveau référendum ». Le peuple veut un nouveau référendum. La foule dit que le peuple veut un nouveau référendum. Et que se passe-t-il? Les parlementaires n'écoutent pas. Les parlementaires trahissent aussi bien la foule que le peuple. Parce que la foule, elle ne trahit pas le peuple. On reste dans le monde un petit peu anglo-saxon. On va cette fois-ci aux États-Unis. Personne ne s'attendait à l'élection de Donald Trump. C'est vrai que 48-52 dans les sondages, c'est extrêmement éloigné. Et qui a voté? La foule ou le peuple? Eh bien, comme en Angleterre, il s'avère que le peuple a voté. Le peuple a tranché et Donald Trump a été élu. La foule, elle n'a pas trahi le peuple. Ensuite, intense moment d'émotion sur le peuple juif qui aura apparemment été trahi par la foule. Il a été trahi par le peuple allemand. C'est une trahison de peuple à peuple. Ce n'est pas une trahison de la foule envers le peuple. Tout simplement parce que la foule, elle ne trahit pas le peuple. Au tout début de sa plaidoirie, mon contradicteur a dit que je n'aurais pas la prétention de contredire Victor Hugo. Eh bien, sachez que je ne vais pas me fouler pour dire que M. Hugo, cette fois-ci, il s'est trompé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Oui. Oui, pour Monsieur Van Herzeg, vous avez dit, si je ne me trompe pas, que le climat concernait tout le monde, que c'était finalement un intérêt commun. Mais alors moi, ma question, le peuple est donc concerné par les questions du climat. Le peuple ne trahit-il pas la foule lorsqu'il ne la rejoint pas? Je pense que dans les deux cas, les deux parties ont leur tort. Que ce soit la foule ou que ce soit le peuple, nous avons tous des failles. Mais le questionnement ici était de savoir si souvent la foule trahissait le peuple, et en tout cas la foule ici n'est pas présente. Oui, merci beaucoup. Alors je vais poursuivre avec vous, monsieur. La semaine dernière, dans le cadre de l'affaire Benalla, la commission d'enquête, alors la commission des lois faisant office de commission d'enquête, la commission des lois au Sénat, a décidé de présenter 5 individus devant la justice pour parjure. Ces individus représentant la présidence de la République, les agents de la présidence de la République, représentant donc la majorité politique actuellement au pouvoir, donc la majorité désignée par le peuple. Finalement, le Sénat n'a-t-il pas lui-même trahi le peuple? Et est-ce du coup la foule qui l'a accompagné? Nous sommes tous des traîtres. C'est vrai, nous avons tous trahi. Le Sénat peut trahir, la France peut trahir, les collectivités, un président peut trahir. Mais là n'est pas la question. Là, la question est de savoir si la foule a ses torts. Si la foule, elle trahit le peuple. Et ça a été le cas à multiples reprises. J'ai une question pour Monsieur Chamberlain. Est-ce que vous n'auriez pas été un peu emporté par la foule dans votre propos lorsque vous avez évoqué 2 moments? Le premier qui concerne les trahisons d'Harold et de Victor Hugo, qui n'étaient pas les représentants de la foule, notamment lorsque vous avez évoqué le suffrage universel, puisqu'il n'y avait pas de suffrage universel à l'époque, c'était un suffrage censitaire, donc ils n'étaient pas les représentants du peuple. Et deuxièmement, vous avez évoqué la foule de mai 68, mais vous avez peut-être oublié que quelques jours plus tard, une manifestation de plusieurs millions de personnes défilait sur les Champs-Élysées pour démontrer justement que cette foule n'était pas le peuple. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, souvent le peuple rappelle à la foule qu'elle n'est pas le peuple?
Eh bien, si le peuple rejoint la foule, alors le peuple devient foule, et la foule représente toujours le peuple. C'est ce qui s'est passé notamment en mai 68, lorsque une partie du peuple est redescendue pour faire partie de cette foule, et ensuite s'unir pour les mêmes intérêts communs qu'ont la foule et le peuple. Monsieur, vous nous avez parfaitement dit qu'il n'y a pas qu'une seule foule, qu'il n'y a pas qu'un seul peuple, et vous nous avez parlé du peuple juif, vous nous avez parlé du peuple français. Et c'est à ce moment-là que vous nous avez dit qu'il y avait eu une trahison de peuple à peuple. Mais ne peut-on pas être juif et français en même temps ? Parfaitement le droit, heureusement. Mais dans ce cas-là, nous pouvons alors être trahis par le peuple français, qui a lui aussi trahi, tout comme le peuple allemand. Le peuple juif a donc été trahi par le peuple allemand et le peuple français. Double trahison qui n'émane pas de la foule. Souvent la foule trahit le peuple, merci. Vous l'avez dit, souvent ne signifie pas tout le temps. Pourriez-vous nous donner un exemple où la foule ne trahit pas le peuple ? Eh bien, on parlait du climat. Pour le coup, les manifestations pour le climat sont assez représentatives du peuple, puisqu'il y a des personnes de tous les bords, il y a des personnes de tous les sexes et de tous les âges. Donc sur ce point-là, quand on se demande si la foule est fidèle au peuple et donc qu'elle le trahit, sur ce point-là, elle ne le trahit pas. Mais ensuite, si on devait prendre un exemple pour voir à quel point la foule a servi le peuple, je pense que nous avons tous les exemples que m'a donné mon contradicteur. Le printemps du peuple, le printemps arabe sont autant d'exemples qui démontrent que parfois la foule ne trahit pas le peuple. Donner l'exemple du climat, en partant du postulat que c'est un intérêt universel et que donc la foule ne peut pas trahir le peuple. Mais ça, c'est le fond. Et il y a la forme. Est-ce que les méthodes utilisées de façon universelle sont censées correspondre à ce qu'attend le peuple ? Eh bien, je pense que le peuple peinerait à réagir lui-même. À ce moment-là, il aurait besoin de la foule. Alors peut-être que ces méthodes ne sont pas encore optimisées, mais pour le moment, je n'en vois pas d'autres. Merci beaucoup. Alors j'ai d'autres questions, j'ai plein de questions en réalité, mais je me ferai couper la parole si jamais je dépasse mon temps de parole. J'adore le droit constitutionnel, donc je vais vous amener sur ce terrain-là en essayant d'être le moins compliqué possible. Pour rester sur le thème, en rendant hommage à justement cet auteur qui a été notamment sénateur, Victor Hugo, le Sénat représente les territoires. Vous nous avez parlé du droit constitutionnel aux États-Unis et vous nous avez dit, et je crois que ça a été aussi soutenu par votre camarade, que le peuple a décidé, alors quel qu'il soit, de désigner Donald Trump comme président des États-Unis. En réalité, non. Le peuple, en tout cas les citoyens américains, ont été les plus nombreux à désigner Hillary Clinton. Qui a désigné le président des États-Unis? Pas le peuple, les grands électeurs. Donc, finalement, qui a trahi le peuple? Les grands électeurs, qui élisent également les membres du Sénat, ou une foule pro-Trump, pro-Hillary Clinton? Eh bien, quand le peuple votait pour ses représentants, qui allaient à leur tour voter pour Donald Trump, eh bien, il savait ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, lorsqu'il a pris sa décision de voter ou pas pour Donald Trump, mon point est de dire que dans une grande partie des cas, qui n'est sûrement pas la majorité, mais dans une grande partie des cas, ce peuple était altéré par la foule. Il était altéré dans la mesure où cette foule qui arrivait à stigmatiser ses peurs, qui arrivait à orienter ses pensées vers des choses très claires, ont conduit et donc ont trahi le peuple à voter Donald Trump. Pour le reste, vous l'avez très bien soulevé, ce sont des questions constitutionnelles et cela ne dépend que du fonctionnement des États-Unis qui accordent plus de crédit ou pas à certains États. Finalement, est-ce la foule ou le populisme qui trahit le peuple? Comment différencier les deux? Évidemment, si la foule était constamment le populisme, je pense qu'elle le trahirait beaucoup plus de fois le peuple. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a quelque chose de tellement semblable entre les deux, puisque en état de foule, avec cette unité psychologique, cette malléabilité, eh bien le populisme est beaucoup plus preneur.
Et c'est pour ça que le populisme n'est pas tout le temps, mais attire souvent la foule. La dernière question pour Monsieur Ménard. Monsieur Ménard regrette le temps où il participait à Horatio, où il a brillamment gagné. Absolument. Alors, une dernière question. Alors, peut-être pour les deux, pour essayer de voir ce que vous en pensez. La foule ne serait-elle pas finalement, alors pas forcément le peuple dans son intégralité, mais en tout cas le peuple en devenir? Ne serait-elle pas l'enfant de ce qui va finalement devenir le peuple? La foule n'est-elle pas l'adolescence du peuple? N'est-elle pas justement ce peuple qui est désorganisé, qui n'est pas responsable? Le peuple, lui, est titulaire de la souveraineté nationale selon notre Constitution. Donc finalement, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est organisé, c'est à lui que l'on donne des pouvoirs. La foule, elle, va peut-être un jour devenir le peuple. Elle ne cherche que cela, finalement. Donc, est-ce que la foule ne serait-elle pas le peuple de demain? Effectivement, lorsqu'on prend par exemple cette révolution en France en 1848, la foule, elle veut faire partie intégrante du peuple. Et c'est pour cela qu'elle est devenue le peuple de demain. Et c'est la même chose actuellement en Algérie. La foule, y a-t-il réellement un peuple algérien lorsque tout est concentré en haut? La foule, elle est là pour créer ce peuple algérien, en faire partie et partager ses intérêts communs. La foule, elle a les intérêts actuels du peuple, mais elle a aussi les intérêts qui viendront dans le futur. Il y a effectivement des fois où la foule peut se comporter comme une adolescente, mais ce ne sont que les fois où la foule elle-même est composée de personnes jeunes. Déjà, s'il n'y a que des personnes jeunes, la foule trahit le peuple, mais ensuite, cette foule en devenir, on peut aussi l'avoir d'une façon tout à fait cyclique. Cette foule, parfois, n'est qu'une émanation du peuple. Ce serait le peuple qui en a marre, le peuple qui se soulève, celui qui est non pas jeune, mais qui essaye de se libérer de ses chaînes. Et la foule, finalement, c'est peut-être aussi ce peuple qui se réveille des années après, en découvrant les horreurs qu'il a commis. Donc non, la foule n'est pas seulement un adolescent. Merci messieurs. Nous allons nous retirer pour délibérer. Je vais vous demander aux candidats ainsi qu'aux personnes présentes de ne pas trop vous éloigner. Ainsi, lorsque nous reviendrons, nous pourrons directement annoncer les résultats. Et puis ensuite, bien sûr, viendra le temps des réjouissances.